Bonjour et bienvenue à l'immobilier à l'échelle humaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Monsieur Mathias Haché. Salut Mathias. Salut Félix, ça va? Ça va et toi? Yes, ça va très bien. Donc, Mathias, tu es courtier hypothécaire chez PMML depuis déjà 4 ans. Oui. Pour les gens qui ne te connaissent pas déjà, qui t'ont pas vu passer sur les médias sociaux, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours? Oui. Donc, Mathias Haché, je suis courtier hypothécaire commercial. J'ai mon équipe à travers PMML depuis, comme tu l'as dit, 4 ans. J'étais courtier hypothécaire résidentiel avant d'être courtier commercial. Et bien évidemment, je suis investisseur immobilier aussi. Donc, j'ai les deux côtés de la médaille de ce côté-là. Donc, je suis pour PMML. Mon équipe et moi, tout simplement, on a un bon volume d'affaires. On fait principalement la construction neuve, financement multilogement, un peu d'industriel. On navigue un peu à travers tout ça. OK, parfait. Puis tu es aussi investisseur immobilier, je pense. Exact. Donc, quand j'ai commencé chez PMML, j'ai vu un peu mes clients réussir des projets, j'ai vu des gens construire des immeubles, sortir des financements qui faisaient du sens. Donc, pour moi, ça faisait pas de sens de ne pas me lancer. L'immobilier a toujours été un intérêt pour moi, donc j'ai sauté pieds joints là-dedans. Donc, j'ai commencé avec un 6 logements que j'ai rénové, que j'ai refinancé. Pour ça, ça a été un 12 logements, un 24 et ainsi de suite. Donc, j'ai 42 portes existantes, puis j'ai un 104 logements en construction présentement. Wow, OK. Ouais. Puis, je pense, dans le courtage hypothécaire, tu te spécialises dans le financement du neuf. Ouais. Donc, c'est une niche à part entière. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette niche-là plutôt que le used? Ben, en fait, c'est venu comme ça. C'est que j'ai eu beaucoup de dossiers de construction qui sont tombés sur ma table là, dans les 3 dernières années. Puis, j'ai vraiment aimé le processus de travailler tout le temps avec les mêmes personnes. Moi, mes clients, souvent, c'est les mêmes builders qui me rappellent, qui me disent « Hey Matt, OK, on part tel projet, on a telle chose sur la table et tout ça. » Donc ça, j'aime bien. J'aime créer un lien de proximité avec mes clients. C'est la première chose. Deuxième chose, en use, il y avait moins de challenge. J'ai eu comme un bout, on a fait beaucoup de prêts à use. Puis on en fait encore en masse dans mon équipe, mais principalement, moi et mon partner Vincent, on se concentre beaucoup sur la construction. Pour ce qui est du use, on fait simplement les dossiers 10 millions et plus de notre côté, puis notre équipe gère le reste en dessous de 10 millions. OK, super. Puis comme investisseur aussi, donc tu te diriges vers le neuf. Ouais. Donc, tu es un peu tanné peut-être de faire la gestion de locataires des immeubles existants ou comment c'est quoi qui t'a mené vers le neuf? J'ai fait un peu d'optimisation de mon côté, puis j'ai été chanceux dans mes optimisations parce que quand j'ai acheté les immeubles, ils se sont vidés eux-mêmes. Donc, okay. C'était des immeubles qui étaient à problème, qui étaient mal entretenus et tout ça. Fait que j'ai eu quand même une bonne chance là-dedans. Mais ma philosophie d'investissement, c'est quand j'achète un immeuble, je pense que mon locataire pourrait être mon grand-père. Okay? Moi, c'est ma base. Fait que je veux pas arriver là à grands coups de pied, puis go, on sort. J'ai vraiment une vision plus long terme d'immobilier. C'est l'immobilier, puis c'est un sideline vraiment pour moi. Fait que c'est pas 100% de mon temps que j'effectue. Ma société de courtage, c'est vraiment là-dedans que je passe mon temps. Donc, je rénove tranquillement mes appartements et tout ça. Et là, j'étais comme un peu tanné de... Bon, ben là, OK, on rénove un appart, OK, on recommence, on ouvre le mur, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Là, je construis en neuf. J'ai des plans. Le projet m'excite. C'est comme... Moi, j'ai besoin d'amener le projet à terme. Puis une fois que le projet est à terme, après ça, je veux passer à d'autres choses, je veux faire d'autres choses. Avec l'existant, c'est que c'était tout le temps répétition, comment il faut rénover ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis dirigé dans le neuf. Puis aussi, je vois mes clients réussir des projets qui sont vraiment intéressants. Fait que c'est un peu... C'est un peu dommage de voir ça passer sans en prendre part. Parce que je pense que ce qui est important de comprendre, là, ce qui est difficile en construction, c'est faire la construction, gérer tes coûts de construction et gérer ton financement. Si tu gères ces deux parties-là, c'est impossible. Pas impossible, mais c'est difficile de se planter. Si tu sais où tu t'en vas au niveau financement, ton pro forma est bien seté, tu connais toutes les métriques de la game, puis que tu as un builder qui est avec toi qui est fort, le reste va suivre. C'est les deux plus grandes sources de risque finalement, là, de ne pas lender ton financement ou d'avoir des dépassements de coûts. Ah, 100%. Ouais. Puis pour les gens qui veulent travailler avec toi, est-ce que tu recommandes par exemple à ces personnes-là de venir te rencontrer avant d'avoir des projets ou tu penses que c'est mieux peut-être qu'ils attendent d'avoir des projets sur la table? À quel stade de leur évolution comme investisseur, est-ce que tu aimes que les entrepreneurs, les investisseurs entrent en contact avec toi d'habitude? Le plus tôt possible. Surtout quand on fait de la construction, là, je pense que c'est important. Des gens qui m'appellent, des fois, l'appel est déjà dans le trou. Puis là, j'ai un pro forma de faire calculer. OK, non. Il faut faire ça d'avance. Appelle-moi un 6 mois d'avance.
tu commences tes démarches, ton permis est sur le point de sortir ou tu as un CA ou des choses comme ça, appelle-moi, on va regarder ton projet, on va regarder les chiffres, on va voir si ça fait du sens. Puis même s'il faut retravailler ton projet par la suite parce que les chiffres ont changé, tes coûts de construction ont changé, c'est pas grave. Au moins, ça va te donner une idée de à quoi t'attendre en termes de mise de fonds. Parce qu'on le sait, il y a une énorme volatilité au niveau des taux d'intérêt, une énorme volatilité au niveau du marché en général. Donc, c'est important de prévoir et de bien calculer nos projets d'avance. Oui, absolument. Donc, c'est de ne pas voir le financement d'un projet puis le projet en tant que tel comme deux choses distinctes, mais bien comme une chose où les deux doivent se parler finalement dès le départ. Hyper important. C'est hyper important parce que j'ai vu des gens s'y prendre trop tard, ils avaient mal prévu leurs choses, ils ont fait un dépassement de coûts et là, finalement, la mise de fonds injectée est plus grande. Là, tu fais quoi en ce moment-là? C'est comme, il faut que tu prévois, il faut que tu sois ami avec le pire scénario. Je pense surtout en temps d'incertitude économique, comme on est actuellement, c'est important de bien planifier tout ça, puis de dire, OK, à tel taux, est-ce que je suis confortable encore de faire mon projet? Est-ce que je suis mieux de swapper un taux, fixer ça 2 ans d'avance? Est-ce qu'il y a plein de stratégies qui s'effectuent pour les gros builders qu'on met en place pour justement éviter le risque? Donc, effectivement, c'est hyper important. Je suis curieux de t'entendre à propos des stratégies d'investissement que tu penses être bonnes en ce moment parce que les taux d'intérêt sont très bonnes. Puis on s'entend, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, la technique un peu standard, c'était d'acheter en conventionnel, de faire des optimisations, de refinancer en SCHL. Présentement, acheter en conventionnel, des fois, ça implique d'avoir un ratio pré-valeur de comme 50% ou quelque chose comme ça. Comment tu vois ça, toi, dans la prochaine année? Les gens qui veulent se lancer, là, acheter un immeuble, est-ce que tu penses encore que c'est mieux de commencer conventionnel? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de geler un taux de geler un prêt pendant un terme de 5 ans SCHL pour aller chercher un meilleur effet de levier, même si c'est de l'optimisation? Comment est-ce que tu vois ça un peu? En fait, ça dépend. Est-ce que le builder a les capacités de mettre autant de mise de fonds dans son projet? Si la réponse est oui, le conventionnel en T4 SCHL est une bonne solution. Je pense que ça s'adapte à chaque personne. Présentement, on fait beaucoup de financement APH Select construction. On va financer jusqu'à 95% des coûts de construction. On a fait des 100 logements, des 60 logements dernièrement où on est allé chercher ces montants de financement-là. Donc, ça fait encore du sens, mais il faut bien planifier le dossier, il faut le préparer, il faut chaque virgule compte. Il faut driver, il faut que tes coûts de construction soient optimisés. Il faut que tes loyers aussi soient d'un sens optimisés aussi pour dire est-ce que tu es trop cher, pas assez cher? Est-ce que tu es trop optimiste pour lancer ton projet puis finalement tu arrives à la fin et tu n'es pas capable de le louer? Fait que tu sais, c'est tout ça. L'APH Select est une très bonne voie. C'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps. Hein? Les délais SCHL, le premier déboursé, on peut parler de 3 à 4 mois, dépendamment. Puis là, comme je vous dis, présentement, c'est encore plus long. Avec la SCHL, ils ont 2200 dossiers dans le pipeline. Là. Je mets un peu la puce à l'oreille. Là, mais c'est bien important de prévoir ça d'avance puis d'avoir son certificat avant de commencer à creuser. Parce qu'il y a des fois, les builders qui startent le projet, là, ils arrivent, OK, Matt, ça me prend un financement, parfait, on monte le dossier, on est une équipe de 7, ça va vite. Fait que, nous, des délais, on n'en a pas. Par contre, quand on est rendu à la SCHL, là, ça crée des délais. Et là, le builder, il attend après son déboursé. Là. Lui, ça avance, là, puis il ne peut pas arrêter le chantier. Fait que c'est important de prévoir ça d'avance, puis de lancer le projet, même avant d'avoir commencé à creuser, puis commencer à engendrer des frais à travers tout ça. Fait que l'APH Select, ça fait vraiment du sens présentement. Mais le manière de le travailler avec l'efficacité énergétique, l'abordabilité, l'accessibilité, il y a plusieurs scénarios qu'on peut faire. Fait que ça dépend vraiment du type de projet qu'on veut faire, ça dépend du type de financement qu'on désire, la liquidité disponible aussi pour le client. Mais éventuellement, mais que les taux redescendent, effectivement que le conventionnel va être une option aussi très intéressante, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace au niveau des déboursés. Puis au niveau du APH Select, ce programme-là est descendu du ciel cette année. Là, tout le monde était extrêmement content de le voir. On a entendu des fois un peu dans les médias certaines personnes qui avaient peur que ce programme-là ne soit pas là pour rester. Est-ce que toi, tu penses que c'est un programme qui est là pour rester ou c'est quelque chose dont on devrait se méfier? Parce que si on se finance aujourd'hui en APH puis que demain, le programme disparaît, qu'on passe d'un financement de 90% à 80%, théoriquement, si le programme disparaissait, ce serait un apport supplémentaire à faire. Comment tu vois ça, toi, le futur du programme APH? J'essaie vraiment de faire attention aux statements que je fais. Parce oui. Que des fois, les gens vont te ressortir ça pendant... Tu m'en ressors ça dans 3 ans. Non, mais ça, je peux le dire. Je pense que le programme APH Select va devenir le programme principal de la SCHL. Je l'avais déjà dit avec l'AMREX.
ça, c'est mon avis. Hein. Puis en passant, lancez-moi pas des roches, c'est pas ça. Mais je pense que la SCHL est là pour établir un modèle ESG. Puis le ESG passe par l'APH Select. On va avoir, bien évidemment, de l'abordabilité, de l'efficacité énergétique, comme je disais tantôt, de l'accessibilité. Je pense que c'est hyper important. On s'en va vers là. Donc, est-ce que moi, j'ai peur que ça change? Pas du tout. Moi, je pense que c'est là pour rester. Est-ce qu'ils vont le remodeler maintenant? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et je peux vous garantir qu'il va éventuellement être amélioré parce que j'avais des discussions avec des hauts placés de la SHL, puis ils disaient, tu sais, présentement, on change les primes, on change les normalisations, on ne change pas encore le programme. OK. Donc, le mot « encore » est très important. C'est ça. Donc, je le sais que ça va venir qu'à changer, mais la SHL change les choses pour le mieux. Fait on va s'adapter comme on fait toujours. Puis, ceux qui veulent financer en APH, inquiétez-vous pas, sont pas là pour enlever ce programme-là. Au contraire, ils vont l'améliorer. Puis, c'est important. Tout le monde pense que l'APH est sorti à cause de la hausse des taux. Pas du tout. C'était pas du tout prévu pour ça. C'était dans les livres de la SCHL depuis un bout de temps. Puis, ça a sorti quand c'est arrivé, mais c'était pas du tout. C'est une coïncidence, comme tu dis. Donc, c'est venu sauver les meubles. Ouais. Si on n'avait pas la SCHL APH présentement, le marché serait différent complètement. Là. Je sais pas ce que. Non, il y aurait quelque chose qui se serait passé, effectivement. Je suis curieux de voir comment ça serait. Le dénouement de tout ça, mais on est chanceux d'avoir l'APH. Absolument, oui, effectivement, parce que sans ce programme-là, en fait, on n'aurait plus beaucoup d'effets de levier sur la plupart de nos immeubles. Ouais. Puis on le sait, sans effet de levier, l'immobilier est pas mal moins intéressant, ou en tout cas, bref, les prix descendraient pour venir combler ce gap-là un petit peu. Puis le prochain enjeu qui s'en vient, Félix, là, j'ai été conférencier au forum, puis c'était une discussion qu'on avait. Les gens vont hedger leur parc à des 1,10, 1,15 de CCD global, à 90-95% ratio pré-valeur. Puis même si les loyers vont driver vers le haut, ça va super bien de ce côté-là, mais ça pourrait être un enjeu éventuellement. On en voit beaucoup. Moi, je conseille beaucoup mes clients. Je fais un portefeuille global des clients. Je dis, OK, cet immeuble-là, moi, je le laisserai comme ça. Gardez un peu d'équité. Il ne faut pas oublier une chose, l'immobilier, c'est de l'investissement. Donc, c'est un investissement intelligent qu'il faut faire. C'est pas parce qu'avant, c'était facile d'acheter un bloc. Tu sais, les propriétaires de blocs, dans le temps, là, il y a 30 ans, ils achetaient un bloc, ça prenait de la valeur, il n'y avait pas de souci, pas de problème. Maintenant, c'est de l'immobilier qui est plus sophistiqué. Je pense qu'il faut connaître c'est quoi un ratio de couverture de dette. Il faut connaître c'est quoi un ratio pré-valeur. Puis, il ne faut pas être trop à risque dans son parc. Puis, il y a des manières de le faire, des manières de le calculer, puis c'est important de prévoir ça. Puis, je pense que c'est un enjeu qui s'en vient. Dans le marché, les gens vont leverage au maximum, puis il y a des gens qui vont se faire dire non par la SHL éventuellement. Des gens qui vont vouloir financer un immeuble, puis ils ne pourront plus parce qu'ils vont être over-leveragés, puis ils vont devoir attendre. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Si les taux redescendent, tous les immeubles, on va pouvoir en financer beaucoup à 95%. Oui, effectivement. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que dans une certaine mesure, la SCHL va dire, écoute, sur ton parc en entier, dans le fond, tu as trop d'effets de levier, donc on va te limiter finalement. Bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir des techniques pour couper du prêt. Donc, c'est la première chose. La première étape qu'ils vont faire, c'est ça. Puis la deuxième étape, c'est attends un an avant de venir nous voir. Fait que ça, c'est éventuel, ça pourrait venir sur la table. Présentement, on ne le voit pas parce qu'on s'entend, on finance à 85-90% RPV. On en finance à 95%, mais ce n'est pas tous les immeubles qui se financent à 95%. Puis ça laisse une marge en termes de ratio pré-valeur parce que ta valeur réelle, tu es financé sur la valeur économique, mais ta valeur marchande est beaucoup plus haute. Donc, techniquement, on est capable de dire, regarde, l'immeuble vaut tant, le client est moins à risque. Mais qu'on puisse financer à 95% tous les immeubles, parce que les taux vont redescendre éventuellement, je touche du bois, je l'espère, mais à ce moment-là, c'est là que ça va devenir problématique. Absolument. Puis, dans le futur, est-ce que tu anticipes que, parce que pour ceux qui suivent nos cours, là, la période d'amortissement aussi a un gros impact sur la valeur d'emprunt. Dans le reste du Canada, on a généralement un amortissement qui est plus long qu'au Québec. Est-ce que tu entrevois, on n'a pas de boule de cristal, mais est-ce qu'on s'en va vers un amortissement plus long au Québec aussi? Parce que justement, on a un problème d'accessibilité au logement aussi. Est-ce que c'est des choses, tu penses, auxquelles on pourrait assister dans les prochaines années? On parle toujours du multi-res, là? Oui. OK. Niveau amortissement, là, on est déjà à 50 ans. Okay. Quand on finance un immeuble à PH Select, 50 ans, 95%, un point de CCD, avant de sortir de l'argent, j'ai fait un calcul rapide, là, ça prend à peu près 7 ans. Ouais. Okay. Donc, est-ce qu'il pourrait augmenter cet amortissement-là? Je ne crois pas.
Mais encore là, lancez-moi pas des roches s'ils mettent ça à 55 ans. Tant mieux s'ils mettent ça à 55 ans, tu comprends? Mais pour l'instant, 50 ans, moi, je pense que c'est un sweet spot. Là, les taux sont anormalement élevés, mais c'est une situation économique qu'on s'attendait. Là. Ceux qui ne pensaient pas que les taux allaient monter, il y avait la tête dans le sable. Là, Donc, éventuellement, on va revoir une baisse, comme je vous disais, je l'espère. Puis à ce moment-là, on va pouvoir financer des immeubles à 95 % très facilement. Ça amortit sur 50 ans, ça va créer un bon cash flow. Fait que moi, je pense qu'on a un bon sweet spot. Est-ce qu'il pourrait modifier éventuellement? Peut-être. C'est une bonne question. Faut comprendre qu'au Québec, on a le plus de demandes en PHLEC qu'au Canada. Ah oui, OK. Donc, c'est l'APH-SELEC, c'est beaucoup au Québec que ça se passe. Okay. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, les loyers sont beaucoup plus accessibles, donc ils se qualifient plus facilement à l'abordabilité. Okay. Versus un immeuble à Vancouver ou à Toronto, ou même juste l'autre côté des lignes à Gatineau, en Ontario, les loyers sont tellement élevés que de mettre un loyer abordable fait mal à un immeuble. Il y a des immeubles qui se qualifient présentement à 100% en abordabilité sans baisser le loyer. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes au Québec de ce côté-là. Je ne voudrais pas m'avancer sur des chiffres, mais une majeure partie des dossiers APH vient du Québec. Là, OK. Super. Fait qu'écoute, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, pour te contacter, on passe par PMML. Oui, bien, équipe Mathias Haché, PMML. Donc, je suis présent quand même pas mal partout sur les médias sociaux, mais Vincent, Marjolie, Philippe, Alexa, on est tous des courtiers dans mon équipe. On est là pour vous répondre. Puis, ma philosophie, c'est d'aider le plus de gens possible. Fait que je m'en venais ici aujourd'hui, puis je parlais à des gens, je donnais des conseils, puis même si ça ne me revient pas, c'est pas grave, j'en donne le plus, puis au final, ça finit toujours par être gagnant. Fantastique. Merci beaucoup d'avoir été là, Mathias, et puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés.